moi, ça me parle parce que derrière, il y a quelque chose qui me dit, il y a un autre moyen d'être en connexion avec cette sphère gynécologique que la douleur ou la contraception. Là, Miranda Gray, ce livre, Lune Rouge, dit, ok, vous pouvez vous connecter à vos cycles, vous pouvez vous connecter à votre créativité, vous pouvez vous connecter à votre corps, à votre lien, voilà, faire des prières, le remercier. Votre corps est un temple. Donc oui, clairement, vers quelqu'un qui va mal, qui a des douleurs, qui est en quête de connexion à son corps, autre que la douleur et que la contraception, c'est la seule proposition qu'on me fait en fait. Et en plus, le livre est gratuit, donc génial. Donc voilà, ça me donne très envie, ça m'attire et du coup, je rentre dedans. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seule face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Ok, un petit éclaircissement de gorge et c'est parti. C'est parti pour 2 épisodes, je pense, sur mon parcours entre du féminin sacré au dégenre de la sphère gynécologique. Voilà, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être certaines personnes de ma communauté qui ne connaissaient pas mon parcours, et puis il y avait certaines personnes de ma communauté qui n'avaient pas du tout les mêmes croyances que moi autour justement de cette notion de féminin et de cette énergie, etc., etc. Et donc je sais pas si ces personnes-là sont là par hasard ou si c'est parce que ou si c'est ok qu'on n'ait pas du tout les mêmes croyances ou j'en sais rien. Je serais très curieuse d'avoir vos retours. Mais en tout cas, je me suis dit tiens, ça serait quand même intéressant de refaire un petit check de parcours et essayer de comprendre aussi comment j'en suis arrivée là. Et en fait, ça vient aussi beaucoup là de... Il y a quelque temps, je parlais avec des copines et je disais oui, les personnes que j'accompagne, les personnes que... voilà, je disais le mot personne ou les gens que j'accompagne et elles me disaient mais pourquoi tu dis pas femmes, les femmes que tu accompagnes? Parce que pour elle, personne, ça sous-entendait qu'il y avait des hommes et des femmes. Et j'étais là parce qu'en fait, dans les accompagnements que je fais, il n'y a pas forcément que des femmes. Donc, ça peut être des personnes non-binaires, ça peut être des hommes trans. Enfin voilà, la sphère gynécologique ne concerne pas que les femmes. Et j'ai bien senti qu'il y avait un petit bug dans la matrice. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant de faire un épisode là-dessus. Et sur mon parcours, parce que j'ai tellement de choses à dire et j'arrive de tellement loin que je trouve ça intéressant aussi de partager ça avec vous. Et donc oui, je vais le structurer en 2 épisodes. D'abord, la rentrée dans le féminin sacré et le pourquoi du comment et qu'est-ce que ça a fait en moi. Et puis, dans un 2e épisode, la sortie et la déconstruction autour de ça. Donc, et en fait, quand j'ai commencé à écrire là un petit peu les lignes, les grandes lignes de ces épisodes, je me suis rendu compte que c'était bien d'aller vraiment à la source de la source, c'est-à-dire comment j'en suis arrivée au féminin sacré, parce qu'en fait, c'est vraiment, encore une fois, toujours des via, plus ça, qui fait que d'un seul coup, enfin, on arrive à ça. Il n'y a pas une révélation en soi. C'est pas arrivé à moi un jour en révélant, c'est j'ai commencé là, ça a fait ci, ça a fait ça, et ça fait un effet boule de neige qui fait qu'à un moment donné, je rentre dans le système d'une croyance qui, au final, est pas si, on va dire, proche de ce que je suis réellement à la base. Mais voilà, je rentre là-dedans. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Et donc je vais commencer par ma vie d'architecte, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, j'étais architecte et que j'étais architecte. Alors déjà, c'est intéressant. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais je vais en faire pas mal, je pense, dans les épisodes. Mais
l'agence dans l'architecture dans laquelle j'étais, c'était un atelier d'architecture en Belgique et on n'était que des femmes parce que mon ancienne patronne qui était à la tête de ce bureau m'avait dit moi j'engage plus que des filles parce qu'en fait sur chantier ça me saoule, il y a déjà plein de bonhommes et donc là j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'être plus qu'avec des filles. Et sa démarche c'était une démarche extrêmement féministe et hyper intéressante, qu'elle ne nommait pas du tout comme ça à l'époque, hein. C'était pas du tout nommé féminisme, mais c'était vraiment cette position-là. Et donc c'était vraiment très intéressant et j'ai passé quand même pas mal de temps dans un bureau où on n'était que des femmes, sans vraiment nommer le terme de féminisme, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Bref, et du coup, dans cette vie d'architecte, il y a quelque chose qui est toujours très important à nommer, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de virilisme dans ce genre de métier. En tout cas, sur chantier, on est face à des artisans, face à des entrepreneurs, face à des clients. Et je mets au masculin exprès, bien sûr. Et moi, j'étais jeune, j'étais clairement mignonne et très bien foutue, sans prétention aucune, mais voilà, avec un physique de danseuse classique, on va dire ça comme ça. Et clairement, j'avais beaucoup de difficultés, moi, sur chantier, à me faire entendre, alors que c'était moi qui devais avoir le dernier mot, vu que c'était moi l'architecte. Et donc, c'était moi qui devais prendre les décisions, et c'était moi qui devais dire que ça allait pas, et qu'il fallait changer les choses, ou qu'il fallait ne pas faire ça ou faire ça. Et ben, c'était moi qui devais prendre ces décisions-là, et ça devait être entendu et accepté par les personnes autour. Et donc, voilà, étant assez jeune, étant arrivée assez jeune sur le marché de l'emploi d'architecte, etc., je me sentais assez peu légitime et c'était extrêmement, viriliste, extrêmement patriarcal. Et voilà, les vieux entrepreneurs me prenaient un peu sous leur coude, venez madame, mademoiselle, bien sûr, hein, j'ai eu des mademoiselles à tout bout de champ. Et des hommes vraiment misogynes où on me serrait la main très fort pour que j'ai mal. Enfin, vraiment, c'était une volonté de leur part, hein. C'était pas juste une poignée de main un peu vive, c'était vraiment douloureux. C'était fait exprès. Enfin bref, j'ai eu tout un tas de cas comme ça, ou des gens qui m'écoutaient pas, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Bref. Pour poser ce cadre-là, il est important, en fait, je sais pas, un jour, mon ancienne patronne a décidé de se faire coacher, faire un coach business tout à fait classique, on va dire, avec vérification de ce qui fonctionne pas, et d'allègement de la charge, d'allègement des finances, essayer de trouver des solutions pour être plus efficiente, etc. Et dans ce coaching business qui a été vraiment extrêmement intéressant, hein, vraiment, on se retrouve avec une des coachs qui parle d'assertivité et qui explique que justement on perd beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre les entrepreneurs, contre ces gens, enfin contre les artisans, contre ces gens qui pensent avoir le dernier mot, etc. et qui nous prend énormément d'énergie. Et cette notion d'assertivité, moi, elle me fait tilt et je me dis, mais oui, mais en fait, moi, j'ai besoin de ça. L'assertivité, c'est quoi? C'est trouver un compromis, trouver un point d'équilibre entre ce que la personne d'en face veut, ce que nous, on veut, et comment on peut, en fait, faire que la situation à la fin, la conclusion à la fin, convienne à tout le monde. Donc moi, ça me faisait rêver, j'étais là, ah ouais, donc il y a même un mot qui existe pour ça, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans le conflit pour faire ça. Ok. Vous allez comprendre, vous allez me dire, mais d'où vient le féminin sacré à cet endroit-là? Eh bien, ça arrive doucement mais sûrement, c'est-à-dire que la coach me dit, écoute, nous, on n'a pas le temps, moi, je te dis ça comme ça, mais j'ai pas le temps de développer ça, et c'est pas mon rôle, c'est pas mon job, mais franchement, la communication non violente est un outil d'assertivité hyper intéressant, et je t'invite à aller te former à la communication non violente. Voilà. Et donc, c'est là la porte d'entrée, on va dire,
du New Age, hein, clairement. Enfin, on va rentrer là-dedans. Alors que la communication non violente, pour le coup, moi, je vais pas cracher dessus dans le sens où c'est un outil qui m'a été très très utile, qui m'est encore très utile, que j'utilise encore quotidiennement dans mes accompagnements, hein. En tout cas les bases. Mais bien sûr, comme beaucoup de choses, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir de la manipulation dans la communication non violente. Bref, ça c'est ma petite parenthèse. Mais en tout cas, si vous voulez mon avis sur la communication non violente, je peux vous faire un épisode là-dessus. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je suis rentrée par cette porte-là de la formation de communication non violente parce que en fait, on est forcément avec des gens qui cherchent, qui sont un peu paumés, qui cherchent à rentrer en lien avec les autres, à rentrer en connexion avec les autres. La communication non violente est une forme de connexion et une forme de lien. Et donc, bien sûr, il y a ce truc qui arrive, cette porte d'entrée, on va dire assez raisonnable, mais vers un monde assez ésotérique. Et les stages se sont très bien passés, j'ai trouvé ça hyper intéressant que j'ai fait, mais voilà, je discute avec une des participantes qui me parle pendant ce premier ou ce deuxième stage qu'elle a fait un festival du féminin et qu'elle avait trouvé ça génial. Et moi, il y a quelque chose qui me titille en fait dans ce festival du féminin parce qu'elle me dit ouais, j'ai passé 3 jours que avec des femmes, on a fait plein d'ateliers, on s'est reliés, on a chanté, et c'était trop cool. Et là, j'ai une forme de curiosité et une forme d'envie, un truc mais de par justement en fait cette société patriarcale, ce travail extrêmement patriarcal, ce travail qui me force à être quelqu'un que je ne suis pas, c'est-à-dire à être dans le conflit et qui me fatigue énormément, je me dis ah ouais quand même passer 3 jours juste entre meufs, moi ça me ferait du bien. Là, c'était il y a 15 ans, hein, je vous refais le refil. C'était il y a peut-être un peu moins de 15 ans ça. 13 ans peut-être, voilà. Donc ça vous met dans un contexte hyper intéressant de se dire, ok, en fait, il y a des logiques qui arrivent, hein. Il y a des logiques qui rentrent, qui se disent, ah bah oui, en fait, ça donne envie. Et donc cette curiosité qui est assez discrète, c'est vraiment ce truc m'appelle en me disant, ah ouais, bah tiens, ok, bon, j'entends ça. Il y a, ok, peut-être que... peut-être qu'il se passe des choses, peut-être que je pourrais connecter ça, voilà, peut-être que d'être juste entre meufs, ça me ferait du bien. Enfin voilà, il y a ce truc-là qui arrive. Et puis, je m'inscris à la newsletter du Festival du Féminin, et ça va pas plus loin que ça. Voilà, c'est dans plusieurs villes, plusieurs pays, on peut retrouver ça. Mais voilà, ça ne tombe jamais au bon moment, jamais au bon endroit. Voilà. Quelques années, je pense, se passent et je suis toujours abonnée à cette newsletter. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attirait toujours. Je crois que ces 3 jours entre meufs m'attiraient comme toujours. Mais quelques années plus tard, je quitte Bruxelles, j'arrête mon métier d'architecte. J'en suis assez écœurée, voilà, justement toujours d'être dans ce conflit, dans ce combat. En fait, on nous a vendu à l'école d'archi un métier très créatif et au final, la création, c'est 5% peut-être du métier d'architecte dans le mois, voire même dans l'année, je sais pas. Donc je quitte tout, je pars avec mon compagnon. Je trouve on a un PVT, donc un visa vacances-travail en Colombie, et je pars vivre en Colombie. J'avais déjà pas mal voyagé et je voulais justement ne pas voyager. Là, je pars d'un postulat de privilégiée blanche. J'arrive de la classe moyenne supérieure. Elle existait encore à l'époque, hein, c'est-à-dire que mes parents roulent pas sur l'or, mais ont pu me permettre de me payer des études jusqu'au master. Voilà, donc c'est pas anodin. Donc c'est pour ça que c'est cadre supérieur. Et donc, vraiment, je suis le cliché total de la blanche en quête de quelque chose qui quitte l'Occident, qui quitte l'Europe, qui quitte la France pour aller se dire ailleurs, je vais trouver quelque chose. Je l'exprime pas comme ça à l'époque, bien sûr. À l'époque, c'est j'ai envie de découvrir un ailleurs, j'ai envie de rencontrer une autre
une autre population, etc. Et j'ai déjà un truc qui me fait tiquer parce que j'ai déjà voyagé beaucoup. Là, j'ai envie plutôt de m'installer plutôt que de voyager. J'ai envie de travailler en Colombie. J'ai pas envie de juste bourlinguer parce que déjà les backpackers déjà me gênent alors que je l'ai été quelques années auparavant. Et c'est pour ça que le visa vacances-travail, c'est 1 an où tu peux travailler dans le pays, tu rentres vraiment dans le cœur du pays. Voilà, donc j'arrive en Colombie, on passe quelques mois de woofing à chercher, à s'installer, à trouver du travail, etc., etc. Moi, la Colombie est un super pays, mais je parle très peu espagnol. J'ai fait LV2 allemand, anglais allemand, donc je suis dans un apprentissage de langue qui est difficile, qui fait que je suis beaucoup dépendante de mon compagnon aussi. Et je pense que j'ai un besoin fort de communauté à ce moment-là, que je ne trouve pas parce que je trouve pas le moyen de communiquer en dehors de mon couple. La newsletter du Festival du Féminin arrive et il y a un Festival du Féminin en Colombie dans les prochains mois qui arrivent. Et là, pour moi, c'est quelque chose où je me dis, c'est à cet endroit-là, en fait. Je sens que là, je vais avoir quelque chose à faire, je sens que ça va me faire du bien, je sens que ça va me changer, etc. Il s'avère que je ne peux pas, je ferai au final pas ce festival-là, mais en fait, quand je regarde, je m'intéresse vraiment fort à cette newsletter, je me rends compte qu'il y a une personne colombienne, et parce que le Festival du Féminin, c'est organisé par des femmes françaises, francophones en tout cas. Et je critique pas du tout ce festival, j'y suis jamais allée. Donc vraiment, je pose le truc, j'en insère absolument rien parce qu'au final, j'y suis jamais allée. Mais ça a été un premier vecteur, en tout cas, d'entrer dans le New Age. Mais en tout cas, dans le programme de ce festival, il y a une Colombienne qui m'attire, qui elle-même fait un festival de 3 jours, quelques mois après, et celui-ci, je peux être disponible pour y aller. Et donc, je passe 3 jours avec 80 femmes colombiennes. Je suis la seule étrangère, tout simplement. La seule francophone encore plus. Et j'y vais. Et vraiment, en fait, j'ai vraiment un besoin de relations, en fait, autres que la relation avec mon compagnon, et de rentrer, en fait, parce que là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est une manière aussi de rentrer en contact avec des Colombiennes, en fait, avec autre que le travail, quoi. Enfin, vraiment, Et donc, je passe 3 jours, alors que je parle assez mal espagnol et que vraiment, elles se marrent fort, les femmes avec qui je suis, parce que je parle pas bien espagnol, mais il y a beaucoup d'indulgence et de respect. On est 10 par chambre. Voilà, c'est pendant 3 jours, on fait des cérémonies. Le soir, on se change. On est en robe blanche le premier jour, en robe violette le deuxième jour. Enfin bref, il y a tout un tas de codes à respecter. Et je saurais pas vous dire tellement j'ai fait toutes les 2 heures, il y avait une conférence différente, un atelier différent, des cérémonies le soir. C'était trop bien, et en fait c'était trop bien aussi de partager ça avec des femmes, d'être lié très fort avec des femmes. Et moi je découvre en fait tout un tas de choses qui sont de l'ordre du New Age, mais qui sont aussi de l'ordre de la culture colombienne. Il y a certaines cérémonies, la chicha qui est l'alcool colombien, la coca bien sûr, le tabac, el fuego sagrado, le feu sacré. Enfin voilà, il y a tout un tas de codes aussi qui sont du code des cérémonies ancestrales colombiennes, parce qu'il y a quand même une culture colombienne de la cérémonie, du rituel, qui va au-delà du New Age, mais tout est quand même un peu... Voilà, il y a une porosité, parce que bien sûr dans ce festival, je rencontre la traductrice officielle de Miranda Gray en Colombie. Et là, il y a une passerelle qui se fait très forte vers, on va dire,
un nouveau mythe et vers un glissement clairement vers le New Age. J'ai en fait trouvé une forme de famille. C'est-à-dire que là, cette femme-là, elle est hyper sympa avec moi, hyper ouverte, et elle me dit quoi, tu connais pas Miranda Gray, mais c'est incroyable. Et puis elle vient dans 6 mois en Colombie, je suis sa traductrice depuis que je fais ça, j'ai beaucoup appris, enfin bref, vraiment elle et puis le cycle menstruel, etc. Et vraiment, ça me fait un flash. Je me dis, ok, je vais noter ça, Miranda Gray, hyper intéressant. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Et je sors de là. Je me souviens très bien que je sors de cette de ces 3 jours, avec aussi un apprentissage de l'espagnol qui est hyper intéressant, parce que du coup, je reprends le bus, j'ai 6 heures de bus pour rentrer chez moi, et dans le bus, j'entends la radio, et je commence à comprendre la radio, et je me dis, ah ouais, ça y est, je commence vraiment à comprendre l'espagnol, parce qu'il parle très très vite à la radio, du coup, et en fait, de passer 3 jours toute seule avec que des gens qui parlent espagnol, que des gens hyper gentils, hyper compréhensifs, qui me rattrapent aussi, hein, qui me disent, attention, voilà, dis ça, etc. En fait, je suis en apprentissage, c'est très cool, et je sens que je progresse. Je sens que je progresse en espagnol, et il y a une sensation aussi de glissement, je sens que je progresse dans mon âme, dans mon développement personnel. Voilà, bien sûr, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Donc voilà, il y a une progression sur tous les plans. Bien que, quand même, j'ai une petite parenthèse, que je me souviens très bien que quand on fait un espèce de covoiturage où il y a une personne qui me dépose au terminal de bus, et là elle parle d'enfants indigos et de choses comme ça, et là je me dis waouh, c'est quand même too much pour moi, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas. Vraiment, je me suis vraiment dit ok, ça va trop loin pour moi. Mais tout le reste, tout le reste, je le respire en fait. Ça me fait du bien. Et quand je rentre chez moi, mais où je suis en Colombie, hein, mais quand je rentre chez moi, je tape Miranda Gray sur Internet, je trouve un livre en français, gratos, bien sûr, accessible en PDF, et je me mets à lire ce Lune Rouge de Miranda Gray. Et ce livre, en fait, c'est une promesse d'harmonie, c'est une promesse de douceur, de compréhension, c'est une promesse de reconnexion au corps. Et là, c'est important que je remette dans le contexte, en fait, que moi j'arrivais de 15 ans de pilule, d'un monde très patriarcal et très viriliste. Et en fait, après ces 15 ans de pilule, quand je suis partie vivre en Colombie, juste avant, je me suis fait poser un stérilet, parce que, et là c'est intéressant aussi de dire que moi j'ai arrêté la pilule, non pas en me disant ok, en fait j'arrête les hormones artificielles pour mieux me connecter à moi, etc. J'arrête la pilule parce que j'apprends que les saumons en fait ont des troubles de la fertilité, parce que je prends la pilule, parce que les personnes qui prennent la pilule font pipi des oestrogènes artificiels qui vont perturber les saumons, et qui vont faire qu'il va y avoir une infertilité chez le saumon femelle à cause de nos oestrogènes à nous. Donc j'arrête la pilule pour une conscience écologique. C'est même pas pour moi personnellement, c'est pour les saumons. Mais vraiment, enfin, je le dis, c'est une évidence. C'était une évidence pour moi. Après, maintenant à y réfléchir, je me dis, mais bien sûr que c'était aussi pour mon corps, mais je le voyais pas comme ça. Je le voyais vraiment pour une question d'éthique et d'écologie. Parce que ça me convenait aussi, hein, la pilule, ça me convenait très bien. C'était pratique, j'avais pas à penser à ma contraception, j'avais pas de douleur, j'avais rien. Enfin bref, c'était trop cool. Et donc j'arrête la pilule, je me fais poser un stérilet. Là, et en fait, le début de la Colombie est aussi le glissement vers un cycle menstruel perturbé, parce que 15 ans de pilule, ça le cycle revient pas à la normale tout de suite. Je commence à avoir de l'acné, beaucoup d'acné, de l'acné dans le dos, comme quand j'étais adolescente. Je commence à redevenir irritable, je commence à avoir des douleurs menstruelles. Et je pense aussi, en parallèle de ça, que non seulement il y a des douleurs menstruelles de par l'arrêt de la pilule, mais surtout par le stérilet. C'est-à-dire que le stérilet me fait énormément mal, et que plus j'avance, je pense que le stérilet... Alors, il n'a pas été mal posé, en tout cas, le gynécologue qui me l'avait posé à l'époque avait refait une écho. Après, il m'avait dit qu'il était bien posé. Mais moi, j'avais
c'était d'une douleur. Les premiers jours de menstruation étaient très fortes. J'avais des menstruations qui devenaient hémorragiques. C'était un stérilet en cuivre, donc les classiques symptômes du stérilet. Mais en fait, plus j'avançais dans le temps et plus les douleurs étaient même en dehors des menstruations. Et en fait, quand à la fin de mon stérilet, au bout d'un an, j'avais plus de douleurs de jours où j'avais mal que de douleurs où j'avais pas mal. C'est ça. Je comptais en moyenne, j'avais pas mal 5 jours par mois et le reste, j'avais des douleurs utérines. Vraiment. Donc, parce qu'en fait, mon corps le rejetait, il le supportait pas du tout. Et en plus, moi, quand j'ai trouvé mon job de prof de danse classique, je bougeais dans tous les sens, je faisais des grands écarts, des machins, des trucs. Enfin, j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de mobilité. Et je pense que le stérilet là-dedans, vraiment, mon utérus le refusait en fait. Il avait beaucoup, beaucoup de mal. Bref, tout ça pour vous raconter que du coup, j'arrive dans un endroit de ma vie où ma sphère gynécologique, elle est douloureuse et elle provoque des émotions pas très agréables, quoi. Mais que je sais que c'est en lien avec ça. Et là, Miranda Gray, ce livre, Lune Rouge, dit « Ok, vous pouvez vous connecter à vos cycles, vous pouvez vous connecter à votre créativité, vous pouvez vous connecter à votre corps, à votre lien, voilà, faire des prières, le remercier, avoir des moments du cycle où vous êtes plus dans l'introspection, la phase lutéale, des moments du cycle où vous êtes plus dans la créativité. Votre corps est un temple. Et ça, j'insiste là-dessus, hein, votre corps est un temple. Et en fait, moi, ça me parle parce que derrière, il y a quelque chose qui me dit, d'abord, en fait, il y a un autre moyen d'être en connexion avec cette sphère gynécologique que la douleur ou la contraception. Parce que clairement, en fait, ça faisait des années et des années que j'étais sous contraception et que, en fait, ma sphère gynécologique, c'était soit la sexualité, soit la contraception. Mais que j'avais aucun moyen de me connecter d'être en lien, en tout cas, avec cette sphère gynécologique, autre que la sexualité ou la contraception ou des douleurs. Voilà, en gros, parce que voilà, le bonus de l'arrêt de la pilule, c'était et maintenant c'est des douleurs et c'est de l'acné, etc., etc., quoi. Donc d'un seul coup, en fait, et c'est ça qui fait du bien, c'est que qui m'a fait du bien en tout cas à l'époque, c'était ce truc de me dire, ben en fait là, mon féminin peut être autre chose que mon féminin, c'est mon utérus, parce que là on part sur une essentialisation, hein, parce que Miranda Gray, c'est ce qu'elle dit en gros. Et ce féminin-là peut être, et mon utérus peut être du féminin, et ce féminin peut être autre chose que juste une contraception ou juste une douleur. Donc oui, clairement, vers quelqu'un qui va mal, qui a des douleurs, qui est en quête de connexion à son corps, autre que la douleur et que la contraception, ben en fait, c'est la seule proposition qu'on me fait en fait. Et en plus le livre est gratuit, donc ben, génial. C'est super. Donc voilà, ça me donne très envie, ça m'attire et du coup je rentre dedans. Et je rentre dedans aussi par une deuxième chose et qui peut-être vous parlera à certaines et à certains, c'est mon héritage familial. C'est-à-dire que j'ai un père qui est anti-religion. J'ai une famille athée déjà. Voilà, j'ai une famille qui est déjà athée avec un père qui est anti-religion, anticlérical, mais vraiment avec un mépris des croyances qui est immense, c'est-à-dire que même les autres religions, hein, toute religion, tout dogme en fait, toute religion devient dogmatique et tout dogme est un mépris, quoi. J'ai vu mon père donc refuser d'aller dans les églises, bien sûr, mais cracher devant certains lieux de culte, hein. Donc et vraiment d'avoir la haine contre ces gens qui croient en quelque chose. Et donc moi j'ai pas eu l'autorisation à une croyance et à une spiritualité. Et j'ai toujours été persuadée que l'athéisme était quelque chose de bon, etc. Sauf que en fait, je suis arrivée à un endroit de ma vie
où je suis paumée en Colombie, j'ai arrêté mon boulot, je sais pas trop ce que je veux faire dans ma vie, j'ai envie de me connecter aux gens et aux liens, et en fait, je cherche une quête de sens. Je suis en quête de sens de quelque chose, mais il y a quelque chose de mon éducation et de ma culture qui m'interdit d'aller dans la religion. Parce que si je rentre dans une religion quelconque, si je rentre dans une croyance quelconque d'un dieu, d'un dogme, alors je suis plus acceptée de ma famille. Encore une fois, je ne le voyais pas clairement comme ça à cette époque-là. Moi, c'est avec beaucoup de lucidité maintenant que je le vois, mais clairement, en fait, rentrer dans le féminin sacré, rentrer dans cette notion de sacralité sans parler de religion, c'est pour moi un refuge qui est légitime. C'est-à-dire que je me dis, je peux prier mon corps, je peux faire des prières à la lune, je peux faire des rituels avec la lune, parce que la lune, c'est quoi? C'est le cycle menstruel, donc c'est mon corps, et donc et moi je suis les cycles menstruels parce que je suis femme, donc je rentre dans toute cette notion-là, je deviens déesse aussi, hein. Il y a toute cette notion de déesse, du sacré, de déesse ancestrale, de tout ça, et de me considérer comme une déesse, comme que mon corps vraiment est une déesse, quoi. Et donc vraiment, c'est des choses qui me rassurent en fait et qui me portent, de me dire ok, je peux croire en quelque chose dans ce féminin sacré et je peux être encore on va dire aimable, aimée de ma famille, parce que déjà je veux pas forcément trop en parler, hein, clairement j'en parle pas en repas de famille que je crois au féminin sacré et que mes cycles c'est des lieux de prière et de rituels, clairement pas, mais je sens que en tout cas moi ma conscience s'arrange avec ça, je sens que voilà j'ai le droit. À cet endroit-là, j'ai le droit. J'ai pas le droit d'aller me convertir dans une religion quelconque, aller prier un dieu autre. Mais vu que c'est moi le dieu, vu que c'est mon corps, vu que ça marche, quoi. Et donc, c'est une forme de soulagement. Et donc, je rentre aussi là-dedans. Effectivement, de par cette connexion à mon corps dont j'ai besoin et qui ne m'est pas proposée nulle part, hormis via la contraception et via la douleur. Et puis, de par aussi cette stratégie de contournement de je rentre dans un espace sacré, mais qui n'est pas une religion, et donc ça, j'ai le droit. Et puis, et je vais arrêter là pour aujourd'hui, je rentre dans une communauté, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de cercle, de rituel, de langage symbolique, et d'Instagram. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là que j'installe Instagram, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent sur Instagram, que j'adore l'esthétique des photos. Pour moi, la base d'Instagram, c'est les photographes. Et que déjà, à l'époque, quand j'étais architecte à Bruxelles, j'adorais prendre des photos de rue, de street, vraiment. De petits détails de la rue, etc. J'adorais ça. Et du coup, je rentre via Instagram par la photo, mais je vois bien que, en fait, bien sûr, l'algorithme ne me propose que du féminin sacré, que des rituels, que des cercles, etc. Et l'Instagram, en fait, le réseau, l'algorithme renforce en fait mon écosystème de croyances autour du féminin sacré, autour de cette croyance que mon cycle, que mon utérus est la base de mon féminin. Et voilà, clairement, j'ai la sensation d'appartenir à une tribu. D'ailleurs, je vais dans ce... Je fais les Moon Mother numéro 1, le premier, je sais pas, le premier stage en tout cas. Et il y a vraiment cette montée en moi, on va dire, d'une puissance cyclique et lunaire et puis je me rends compte aussi, enfin voilà, je vais aussi en lien avec la sphère gynécologique et je commence un peu à aller voir la gynécologie émotionnelle, etc. Tout ça, je rentre aussi, je me forme en parallèle de ça à la gynécologie, donc je commence un peu à faire le lien entre voilà, si t'as mal à l'utérus, ben ça veut dire que t'es pas connecté complètement à ton féminin, etc., etc. Je dis ça, je l'ai dit. Et donc voilà, donc tout ça me met en lien avec une identité,
on va dire une entrée, enfin voilà, je rentre pas, je baigne maintenant au fur et à mesure des mois et peut-être une bonne année, ouais, une bonne année dans le féminin sacré et dans Miranda Gray et dans les Moon Mothers, etc., etc. Je vais pas cracher que sur les Moon Mothers, hein, parce qu'il y a je vais pas cracher sur les Moon Mothers non plus, bien que j'ai des choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, il y a l'épisode est pas fait pour s'épancher sur le stage précisément avec Miranda Gray. Mais en tout cas, c'est vraiment cette rentrée dans le féminin sacré qui est importante pour moi de vous parler. Voilà, je vais arrêter là, ça fait déjà une demi-heure, donc voilà ma montée en puissance dans le féminin sacré. Et puis, vous allez voir que dans le prochain épisode, je vais vous parler des premières dissonances, c'est-à-dire que je me frotte au féminisme, bien sûr, parce que je sens que je suis féministe depuis très 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 longtemps, et je me frotte à ça, et je sens qu'il y a des dissonances, en fait, clairement, entre ce que je dis d'un côté et ce que j'entends de l'autre. Voilà, mais ça sera pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut tout le monde. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé, et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.